Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Je me présente, Pascal Arnaud d'Excel Group, et suis ravie de vous accueillir pour ce web séminaire d'1 heure qui portera sur le déploiement d'une démarche Six Sigma. Pour le confort de tous, seuls les intervenants auront la parole. Vous pourrez toutefois poser vos questions tout au long de la session via le module chat situé en bas de votre écran. La webconférence est enregistrée, vous pourrez donc la revoir en replay sur notre chaîne YouTube dans une huitaine de jours. Cette séance sera animée par Bernard Muri, que l'on ne présente plus. Master Black Belt, Bernard est un spécialiste des démarches Six Sigma et président de l'université d'Incy Sigma. En préambule, quelques mots sur Excel Group. Créé en 1988, Excel est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans l'amélioration des performances. Depuis bientôt 28 ans, Excel accompagne les entreprises dans leur démarche d'amélioration continue et place le développement des compétences en ligne et Six Sigma au centre de ses préoccupations. Au cours de cette webconférence d'1 heure, Bernard Muri vous présentera l'apport des statistiques du Six Sigma pour améliorer vos processus et permettre à l'entreprise de franchir un cap décisif au niveau de la qualité. Bernard, je vous passe la main pour présenter le sommaire de cette conférence. Bonne séance à tous. Je vous retrouverai pour le temps de questions-réponses vers 11h45. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur cette webconférence sur la maîtrise des procédés, le Six Sigma et puis comment effectivement gagner de l'argent par la réduction du coût non qualité. Donc je vais faire une introduction sur différents constats que l'on rencontre dans des entreprises actuellement et puis on parlera de la maîtrise des procédés parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot maîtrise, qu'est-ce qu'on met derrière le mot procédé. Et puis après, on parlera des différentes méthodes pour effectivement améliorer la maîtrise des procédés et puis quelles sont les grandes étapes qu'on pourrait déployer dans les entreprises pour gagner en efficacité et en efficience de nos procédés. Alors, notre constat, rien de faire parler du domaine concurrentiel de nos entreprises, et on pourrait reparler, c'est des notions qu'on a depuis de nombreuses années, du zéro défaut, même si on peut philosopher là-dessus et dire le zéro défaut est impossible, il est quand même intéressant d'essayer de travailler et de réaliser les produits bons du premier coup. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate dans les entreprises, et je fais ça depuis une trentaine d'années, eh bien nos performances sont ralenties par beaucoup de travail pour parvenir aux résultats, et en particulier beaucoup d'heures de travail pour corriger, pour contrôler, sachant que le contrôle est une tâche sans valeur ajoutée, donc là on est un peu dans le lean, et puis pour surtout traiter des produits non conformes, donc des retravails, des retouches, voire des rebuts. Encore, si on est capable dans l'entreprise de contrôler bien les produits, ce qui est déjà une gageure, eh bien, on aura des insatisfactions clients parce que notre process de contrôle à 100% n'est pas forcément efficace. Et donc, le client va se retrouver avec des produits non conformes, donc des insatisfactions. Et donc aussi, on constate beaucoup d'énergie dépensée à régler des procédés, à essayer de trouver le meilleur réglage. Et ainsi, au contraire de maîtriser le process, on fait disperser un peu plus le processus en déréglant le process en permanence au cours de la journée. Et on appelle ça, pour ceux qui le savent, le phénomène de pompage. Plus je rectifie, plus je règle, plus j'augmente la dispersion de mon processus. Bien évidemment, le taux de rebut augmente. Et puis, il est aussi difficile de connaître sur quels facteurs il faut agir réellement. Et là, on verra qu'on va on va avoir un peu un mur en face de nous, face à des gens qui disent « Oui, mais ce n'est pas vous qui allez m'apprendre à maîtriser un procédé, vous ne connaissez pas le procédé. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je travaille là-dessus. Ce n'est pas vous qui allez m'expliquer
comment maîtriser un processus. Et on va voir qu'effectivement, c'est bien l'association de compétences techniques sur le processus et la maîtrise d'outils, et particulièrement d'outils statistiques, qui vont faire que 1 plus 1 égale 3, les connaissances de l'expert métier, plus les connaissances de l'ingénieur qualité ou d'amélioration continue. Alors, on a beaucoup de marge de progrès dans nos entreprises, et c'est un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure. Si on évalue les coûts de non-qualité, eh bien, on va voir qu'on a beaucoup de temps passé pour les réglages, pour les retouches, pour réduire les rebuts et pour réduire le temps de travail et suractivité des opérateurs. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on arrive de temps en temps, effectivement, à fabriquer des bons produits. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à pérenniser ces standards, ces actions, et faire en sorte que l'on soit toujours au maximum des capacités de nos processus de fabrication? Alors, toutes ces questions, on les a très souvent quand on va dans des entreprises. Quelle méthode, quelle démarche, quel outil utiliser pour maîtriser les processus? Quelles sont les différentes étapes que je vais utiliser? Par où je commence? Quel procédé je prends? Comment intégrer le contrôle en production? Avoir un contrôle intégré et pas un contrôle fait par un service qualité extérieur à la production. Et puis aussi, comment faire évoluer les comportements, et on pourrait parler de l'autocontrôle et des différentes typologies de l'autocontrôle. Et puis, c'est bien d'avoir amélioré un processus, mais comment je vais pérenniser ces actions? Et puis, la dernière question qui est la plus importante et celle qu'il faut répondre à la direction, c'est quel est le retour sur investissement des démarches de maîtrise des procédés que je vais mettre en œuvre dans l'entreprise. Alors, avant d'aller dans le détail de la maîtrise des procédés, des méthodes, des outils, il faut quand même que l'on reprécise ce que c'est qu'un procédé. Donc, un procédé, alors certains vont dire process, hein, c'est le mot en anglais, d'autres vont dire processus, d'autres vont dire procédé. Moi, je garde le mot procédé pour des procédés de production, de fabrication, et plutôt le mot processus pour tout ce qui est transactionnel ou des processus dans les services banque assurance, par exemple. Donc là, je vais plutôt me focaliser sur des procédés de fabrication, mais on peut faire de même pour des processus transactionnels. Donc, un produit ou un service est la combinaison simultanée de différents facteurs qu'on peut regrouper suivant les 6 M. Alors, vous êtes peut-être habitué à avoir 5 M. Nous, on en rajoute un qui est le 6e, qui est la mesure. Je commencerai par celui-là parce que c'est le plus important. Est-ce que les mesures que je réalise sur mes produits et ou sur mes process, bien évidemment, ces mesures sont-elles justes? Sont-elles répétables? Sont-elles reproductibles? Ont-elles des biais? Sont-elles stables? Sont-elles fidèles? Etc. etc. Et là, je rentre dans le domaine de la métrologie sur la science des mesures et sur la qualité de ces mesures. Alors, ce premier M est très important et souvent, on commence par justement regarder et qualifier les processus de mesure, on appelle ça le MSA, Measurement System Analysis, et souvent là, on a des déboires et on s'aperçoit que notre moyenne mesure n'est pas capable. Donc là, on commence à se poser de grosses questions. Tout ce que l'on faisait auparavant de contrôle, en acceptant des pièces ou en les refusant, est remis en question parce que notre processus de mesure n'est pas capable. Donc déjà, le processus de mesure peut nous faire varier le produit ou le service. Et à côté de ça, on a bien évidemment les 5 autres M classiques que j'ai représentés là sur un diagramme cause à effet. Donc tous les facteurs influents sont à peu près écrits ici, hein, mais à chaque fois, il faut le refaire pour son processus. Tout ce qui est lié au milieu, les températures, les humidités, les propretés, on peut mettre aussi des vibrations, le bruit, etc. Les machines sont plus ou moins performantes, ont des capacités plus ou moins bonnes, elles ont des jeux, elles ont des durées d'utilisation plus ou moins importantes. Et donc tous ces facteurs-là vont faire que notre procédé ne sera pas tellement maîtrisé. Encore, que faut-il mettre derrière le mot maîtrise de procédé? C'est ce que l'on va voir. Donc ce procédé, ces 6 M que j'ai redessinés ici, vont amener à un produit.
On va caractériser le produit ou les spécifications de ce produit, on va les appeler les Y, qu'on appelle les sorties du processus, ou les critical to quality, que l'on obtiendra par le Voice of Customer ou Voice of Business. Et puis on a un ensemble de facteurs à l'intérieur de ce processus, des facteurs qui vont appeler des facteurs de bruit, des facteurs qui pourraient être contrôlables, c'est-à-dire qu'on peut régler, des facteurs critiques, des facteurs de pilotage de commande, et tout ce mélange de facteurs XI influents va faire que notre Y va varier et avoir une certaine dispersion, et on voit une gaussienne en haut du schéma. Alors, vous dites maîtrise des procédés, qu'est-ce que cela veut dire? Maîtriser un procédé, c'est d'abord que le procédé il soit stable. Stable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moyenne ne varie pas, hein, que la moyenne reste stable dans le temps, et en même temps que le processus soit peu dispersé. Donc là, quand on parle de dispersion, vous comprenez tous qu'on est sur l'écart type. Hein, donc moyenne et écart type nous feront une certaine stabilité, une certaine capacité de notre processus, et on retrouve en dessous les notions de capacité, CP, CPQ, PP, PPQ. Je vous rappelle, CP, c'est les capacités court terme, et PP, les capacités long terme, qui prennent en compte effectivement les variabilités, liées aux causes aléatoires de tous ces processus. Mais ce n'est pas tout. Le processus, il peut être maîtrisé, il peut être sous contrôle, mais on doit le rendre robuste. Robuste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il doit être capable d'encaisser les variations de tous les facteurs influents, de tous les 6M. Hein. Plus le processus est robuste, plus il encaissera les variabilités des 6M. Alors je représente ça par le petit schéma à droite qui est, où vous voyez le mot robuste. La courbe rouge, on pourrait dire que c'est une coupelle où on a mis une bille, la partie ronde grisée. Et vous voyez bien que dans la coupelle rouge, si je mets un petit effort sur cette bille d'acier, eh ben, elle va osciller énormément entre la gauche et la droite. Donc là, on a un processus qui n'est pas robuste, parce que le moindre effet sur cette bille va faire osciller la bille. Et si j'ai un processus robuste, donc c'est la courbe où il y a le vert à l'intérieur, vous voyez bien, avant que la bille oscille, eh bien, il va falloir faire un grand effort sur cette bille pour qu'elle puisse se bouger là. Donc l'objectif de la maîtrise des processus, c'est effectivement mettre les processus sous contrôle, les rendre capables, mais aussi les rendre robustes. Et une fois qu'on aura ces processus robustes et capables, ils seront totalement prévisibles et ils accepteront les variabilités des systèmes. Voilà, alors pourquoi maîtriser les procédés? Une autre notion qui est importante, c'est que le seul respect des spécifications ne suffit plus. Je vous ferai voir tout à l'heure le principe de la fonction perte de Taguchi. Et puis, les exigences des clients ne font que s'accroître. L'amélioration de la performance des produits passe par souvent la réduction de la dispersion et par une meilleure maîtrise des processus. Et puis, bien évidemment, la non-qualité grève les résultats financiers. Et je suis un peu, déçu ou choqué que les coûts de non-qualité soient de moins en moins évalués dans les entreprises, même si certaines normes comme l'ISO TS 16949 vous obligent à évaluer les coûts de non-qualité. Beaucoup d'entreprises ne le font plus, et lorsqu'elles le font, elles s'aperçoivent que ces coûts de non-qualité vont parfois de 5 à 10%, ce qui est énorme par rapport aux résultats attendus ou vus aujourd'hui au niveau de nos entreprises. Et je dirais, je suis déçu parce qu'on cherche des marges de progrès. Et dans les non-qualités, il y en a énormément, et pas forcément avec des efforts importants. Alors, pourquoi maîtriser? Les normes aussi ont évolué, que ce soit l'ISO 9001, 16949 ou les normes aéronautiques, EN 9100, qui assistent de plus en plus sur la maîtrise des procédés. Et nous indique qu'il est plus important de maîtriser les procédés que de faire des contrôles des produits finis. Voilà. Et puis l'évolution des méthodes de maîtrise des procédés est aussi importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dispose de méthodologies, d'outils statistiques pour améliorer les prises de décision, pour mieux comprendre les processus, pour mieux analyser les processus et ainsi pour mieux savoir sur quels facteurs il faut agir pour améliorer le processus. Il y a aussi une évolution des comportements et des mentalités.
et un accroissement des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les ateliers, on a de plus en plus de techniciens supérieurs, très bien formés, voire des ingénieurs, qui sont dans les ateliers et qui ont des connaissances énormes, ou en statistique, ou en informatique, et sont totalement capables de prendre en compte ces outils de maîtrise des processus. Voilà, et puis aujourd'hui, effectivement, la qualité, la conformité des produits n'est plus de la seule responsabilité de la qualité, mais aussi, bien évidemment, de la production. Alors, je vous disais que le respect des tolérances ne suffit plus, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire comprendre. Vous voyez les deux cibles, là, si ces deux cibles sont les spécifications à atteindre pour le jet de la fléchette, vous dites, bah oui, 100% des fléchettes sont dans la cible, donc on est bon, et il n'y a aucune raison de s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu combattre, parce qu'il y a un dénommé Taguchi, japonais, qui a défini ce qu'on appelle la fonction perte. Je ne sais pas bien le trait qui est à gauche, là, qui s'envole là, peu importe. Donc vous avez sur ce schéma-là les tolérances TI, TS, et on a symbolisé le résultat Y donc du processus qui fabrique ce produit avec deux gaussiennes. Et puis on a fait figurer la courbe de perte de Taguchi, qui est donc une parabole. Et Taguchi nous dit quoi? Il nous dit plus la dispersion est importante, vous voyez bien que la courbe plus à l'extérieur à l'intérieur en totalité de TITS, donc on a une capacité qui est supérieure à 1, et bien il dit la perte financière, c'est l'équivalent de la surface qui est entre la fonction perte de Taguchi et la dispersion du process. C'est donc la surface bleue que vous voyez, et cette surface est proportionnelle aux pertes financières. Et on voit que si on réduit cette dispersion, c'est-à-dire qu'on réduit l'écart type, eh bien, avec l'intersection de la courbe de la parabole, vous voyez que la surface qui est rouge, la chure est rouge, est légèrement inférieure à la bleue, et donc on a des pertes financières qui sont inférieures. Alors, effectivement, quand on dit ça, on dit, c'est théorique, donnez-moi un exemple. Alors, je vais vous donner l'exemple, vous allez le comprendre, il est assez simple. Vous partez en voyage, vous faites 300 km, et à la fin de votre voyage, vous dites, je suis arrivé à 90 km/h de moyenne. Donc la moyenne est à 90. Et puis pour faire du 90 de moyenne, si vous partez cet après-midi, je pense que vous allez être dans les bouchons. Et de temps en temps, vous allez rouler à 30 à l'heure, voire 10 à l'heure si vous êtes vraiment coincé. Et puis comme vous allez rattraper le temps perdu, des moments où vous allez faire une pointe à 150 à l'heure, attention à vos poids. Et donc si vous roulez entre 30 à l'heure et 150 à l'heure avec une moyenne à 90, tout le monde est d'accord pour me dire que vous allez consommer 8 litres d'essence ou de gasoil au 100. Si maintenant vous faites toujours ces 300 km à 90 km à l'heure, mais il n'y a personne sur l'autoroute, eh bien vous allez peut-être rouler entre 85 km/h et 95 km/h sur ces 300 km. Et là, vous êtes tous d'accord pour me dire que la consommation elle sera plus près de 4 litres que des 8 ou 9 litres que j'ai dit auparavant. Donc vous voyez bien que plus la dispersion est faible, moins vous allez consommer d'essence. Je pourrais donner d'autres exemples industriels sur cette courbe de Taguchi, où on s'aperçoit que plus la dispersion est faible, plus on gagne de l'argent. Alors, quand on dit maîtrise des procédés, si je fais un peu le résumé des deux, eh bien, pour maîtriser un procédé, on va s'appuyer sur quels sont les facteurs influents. Je vous ai fait voir les facteurs influents sur les 6M, mais vous avez vu qu'il y en a une multitude, on pourrait en trouver 50, 100, 200, suivant les processus, mais sur lesquels il faut agir pour maîtriser le processus. Donc, identification des facteurs influents, mise en évidence des facteurs influents, quels sont les facteurs qui ont plus de poids, et là, on va faire de l'analyse technique de données statistiques, pour mettre en évidence les facteurs les plus influents. Et puis, une fois qu'on connaît ces facteurs influents, eh bien, on va piloter ces paramètres influents, on va les piloter, c'est eux qu'on va suivre, parce que si eux varient, eh bien, le produit, à la fin, le Y va varier. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais suivre les facteurs influents XI, et à partir de là, si j'arrive à maîtriser ces facteurs XI, je maîtriserai le résultat YI, car vous pouvez comprendre que si on suit le Y, des fois, il est trop tard, et en particulier si le YI se mesure par des essais destructifs. Donc, nécessité aussi de définir des standards de pilotage, donc des règles de pilotage du processus, et là, on parlera bien évidemment de tout ce qui est lié au SPC,
SPC, MSP, et puis avoir des indicateurs de pilotage sur les capacités des procédés CP, CPK, PP, PPK. Sachant que dans beaucoup de cas, on voit des calculs de capacité qui, sous des processus non sous contrôle, c'est-à-dire qu'il y a encore des causes assignables, mais ça c'est une aberration, c'est une idiotie, que de calculer des capacités sur des processus hors contrôle. Malheureusement, tous les logiciels du marché ne prennent pas en compte ça et calculent quelle que soit la carte de contrôle des capacités. Voilà, et puis pour maîtriser les procédés, c'est vrai qu'il y a les techniques, mais aussi il y a l'ensemble des collaborateurs qu'il va falloir mobiliser, motiver, intéresser, former pour pouvoir prendre en compte un pilotage plutôt préventif que correctif de nos processus. Alors, si on parle de processus, d'amélioration, de maîtrise, il y a des outils, il y en a. Le SPC, le MSP, qui est la traduction française, les plans d'expérience, soit en français, soit en anglais, DOE, l'amélioration continue, la TPM, le SMED, le Six Sigma. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, lesquels choisir, eh c'est ce qu'on va parler dans un petit moment. Alors, quelle démarche il faut mettre en place pour maîtriser les processus? La première chose, c'est effectivement, c'est élaborer une stratégie d'amélioration des procédés. On ne fait pas ça comme ça, il faut une roadmap. Donc, il faut définir où l'on va, comment, qui, définir les phases, les étapes. Enfin, c'est faire une roadmap de la démarche que l'on va mettre en place. Une fois qu'on aura défini cette démarche, on aura sélectionné des procédés prioritaires à mettre sous contrôle. Et moi, je vais toujours vers des procédés où il y a de l'argent à gagner, où les rebuts sont importants, où les retouches, les retravails sont importants, de façon à tout de suite, sur un chantier pilote, à valoriser les gains potentiels et pas aller sur des sujets faciles. Voilà, donc on va choisir un procédé pilote et puis on va identifier les facteurs influents. Quels sont les facteurs influents? Et donc là, on va faire beaucoup de mesures ou utiliser les mesures qu'on a dans les MES, qui sont aujourd'hui disponibles dans certaines entreprises. Une fois qu'on aura fait ce recueil de données ou qu'on aura mesuré ces données, bien évidemment en s'assurant que les données soient justes, on parlera du MSA un peu tout à l'heure, répétabilité, reproductibilité, et bien là on va faire parler les données. Donc on a aujourd'hui bien évidemment tout un tas de logiciels peu onéreux, c'est ce qui est important, qui sont très faciles à utiliser, si ce n'est qu'il faut quand même connaître un peu les statistiques pour faire ces analyses de données et puis nous définir quels sont les facteurs influents. Et puis après, une fois qu'on aura défini les facteurs influents, on utilisera les outils qui sont adéquats pour effectivement améliorer nos processus ou alors compléter les informations qu'on a eues par d'autres tests, d'autres méthodes pour être le plus pertinent possible dans la reconnaissance ou la connaissance des facteurs influents. Alors les gains attendus, je ne vais pas faire toute la liste, c'est un peu le pendant de tout ce qu'on a dit tout à l'heure quand on était assez un peu négatif, avec ses pertes, etc. Donc bien évidemment, s'augmenter la productivité de la ligne, le TRS, parce que dans le non-TRS, on a les temps de réglage, les temps perdus, les arrêts. On a aussi le temps de réduire les rebuts, les retouches, le tri, réduire les réclamations, et puis tout ça rendre les procédés robustes. Voilà, donc les gains attendus aussi seront au niveau du personnel, une élévation du niveau de compétence des collaborateurs par la culture de la mesure. Donc on n'est plus sur des opinions, mais sur des faits, donc des mesures et sur des analyses factuelles qui vont vraiment nous dire que tel facteur il est influent, son niveau d'influence et son poids d'influence. Alors comment s'y prendre? Trois phases. Une première phase de diagnostic de la maîtrise des procédés. C'est ce que vous pouvez faire vous dans votre entreprise ou c'est ce que nous faisons dans les entreprises. Donc la première phase, c'est le diagnostic de la maîtrise. La deuxième phase, c'est un projet global de mise en place de la démarche sur des tranches pilotes, on va le voir. Et puis après, une généralisation. Mais il faut que cette démarche elle soit bien évidemment concrète, pragmatique, et qui puisse donner des résultats très 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 rapides pour démontrer justement à la direction que cette maîtrise des processus peut facilement se faire et elle peut se généraliser. Alors, comment s'y prendre dans la phase 1?
j'allais dire, il faut disposer d'un socle factuel pour planifier les actions, les chantiers, les projets. Où on en est dans le niveau de maîtrise des processus? Quels sont les niveaux atteints aujourd'hui, donc en termes de capacité, en termes de rebut, de retouches? Donc il y a un véritable diagnostic à connaître. Quels sont les outils utilisés dans l'entreprise sur la maîtrise des processus? Moi, je peux parler d'ANDEC, de plan d'expérience. Est-ce qu'on a des cartes de contrôle? Est-ce qu'on pilote avec des indicateurs? Où on en est au niveau de la maîtrise des équipements de contrôle de mesure, etc. Donc, il y a un véritable diagnostic à faire qui doit aussi permettre d'évaluer les coûts de non-qualité et d'identifier les gains potentiels par processus. Et ce qui va nous permettre, en données de sortie de cette phase 1, d'avoir une roadmap pour savoir où commencer, avec qui, quel chantier, quel projet, quelle personne, de façon à faire des chantiers pilotes, on va voir après. Voilà, donc ces résultats diagnostiques, bien évidemment, il faut les partager avec l'ensemble du personnel qui a eu l'amabilité, qui s'est mobilisé pour la réalisation de ce diagnostic. Et puis on va établir la roadmap, comme je l'ai dit avant, avec une planification, une gestion des ressources, et l'évaluation des gains et des gains coûts-bénéfices de la démarche de maîtrise des procédures. Deuxième phase, c'est de mettre en place le projet pilote, mettre en place un projet pilote sur certains processus de fabrication. Alors, l'idée, c'est aussi de lancer une démarche positive et gagnante dans cette maîtrise des processus, en choisissant un projet pilote dont les gains seront à fort enjeu, avec une forte visibilité dans l'entreprise et avec des personnes motivées pour mettre en place cette maîtrise des processus. Alors, il y a une équipe à constituer, il y a sûrement des formations de base à donner, en particulier de base aux statistiques. Effectivement, ça aussi, c'est une remarque que je me fais depuis de nombreuses années sur la méconnaissance des outils statistiques dans les entreprises. J'ai quand même trouvé l'origine de cette méconnaissance, c'est la manière dont c'est enseigné dans les écoles. Et je vois dans certaines écoles où j'enseigne le Six Sigma, la façon dont les statistiques sont enseignées, c'est simplement fait pour ignorer les statistiques et pour dégoûter les étudiants d'utiliser ces techniques statistiques. Bon, malgré tout, il y a quand même certaines écoles qui font des formations statistiques beaucoup plus appliquées. Donc une formation de base aux statistiques, qualification des moyennes mesures, ça c'est la première chose. Est-ce que nos moyennes mesures nous donnent des mesures justes, répétables, sans biais, fiables, reproductibles, etc. Et puis après, on va commencer à collecter des données, ou si elles existent dans les MES, les récupérer en regardant leur validité, et puis on va les faire des analyses statistiques de ces données. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a énormément de données qui ne sont pas analysées dans les entreprises. On a des milliers de données qui sont enregistrées par des systèmes automatiques, dans le système d'information, et on n'en fait pas grand-chose. Donc, on va faire ces analyses statistiques, et puis on va peut-être, lorsqu'on aura défini certains facteurs influents, parmi les dizaines ou les centaines de facteurs influents, il y aura peut-être à réaliser un plan d'expérience pour mieux connaître les réponses face aux variations de quelques facteurs dits influents. Alors, je reviendrai un peu sur obtenir des données fiables et les comprendre. Et je reviendrai donc un peu sur les formations statistiques, donc des formations de base aux statistiques, avec des logiciels bien adaptés, faciles d'utilisation, il y en a nombreux sur le domaine. Quelques mots sur la qualification des processus de mesure, donc c'est tout ce qui est lié au MSA, Measurement System Analysis, qui est donné par les constructeurs automobiles américains, Ford, Chrysler, General Motors, qui ont établi des méthodes très structurées de façon à valider les processus de mesure. Ça, c'est très important, je l'ai déjà souligné. Et malheureusement, dans certaines entreprises ou sur certains procédés, on s'aperçoit que le processus de mesure n'est pas capable. Donc là, on se pose de véritables questions sur toutes les mesures qu'on a fait antérieurement, sur la validité des mesures ou la validité des rebuts qu'on a détectés. Est-ce que ce sont de vrais rebuts ou est-ce que ce n'est pas le moyen de mesure qui fait croire que la pièce est non conforme,
ou au contraire, est-ce qu'on n'aurait pas envoyé au client des produits dits conformes alors qu'ils ne le sont pas, parce que le moyen de mesure n'est pas répétable, n'est pas reproductible. Voilà. Donc il est nécessaire après de collecter des données fiables et de les traiter avec différentes méthodologies. Alors vous savez que dans les analyses statistiques des données, je ne vais pas vous faire un cours de statistique, mais il y a tout un tas de méthodologies statistiques. On commence souvent par des statistiques descriptives, faire des histogrammes, faire connaître les lois statistiques des produits, des Y, des X, faire donc décrire un peu le processus et les variations des différents paramètres. Et puis après, il y a faire des statistiques qu'on appelle explicatives, inférentielles, c'est-à-dire connaître l'influence des paramètres X sur le résultat Y que l'on veut améliorer, de façon à savoir l'influence des facteurs X. Est-ce que tel fournisseur a plus d'influence sur le résultat Y que tel autre fournisseur? Est-ce que telle vitesse de machine a plus d'influence que telle autre? Donc ça, c'est toute la statistique explicative pour arriver à la suite à modéliser le processus, donc avoir une fonction Y égale F de X, et pouvoir, avec cette fonction, eh bien, optimiser le processus. Donc il existe des optimisateurs maintenant de processus, c'est-à-dire où on veut trouver les réglages des facteurs X pour atteindre une cible de notre Y, ou pour minimiser ou maximiser le Y. Donc on peut ainsi modéliser le processus de façon relativement aisée aujourd'hui. Et puis après, bien évidemment, toutes ces statistiques doivent être validées par d'autres essais finaux pour vraiment vérifier le modèle mathématique. Alors on peut aussi réaliser des plans d'expérience. Dans certains cas, c'est très utile. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plan d'expérience? C'est simplement organiser des essais pour limiter le nombre d'essais et ainsi avoir un maximum de résultats avec un minimum d'essais, pour éviter surtout de faire des plans d'essais complets qui vont coûter de l'argent et prendre du temps. Aujourd'hui, les plans d'expérience sont vraiment très peu connus. Beaucoup de gens font des expériences. Oui, je fais varier un facteur à la fois, je mesure. Effectivement, si on a 16, 17, 20 facteurs, je ne sais pas si vous voyez le problème pour faire varier un facteur à la fois, d'autant plus que ce n'est pas forcément la meilleure méthode, parce que vous allez occulter toutes les interactions. Donc la technique des plans d'expérience est aujourd'hui une technique peu connue, qui est relativement facile à mettre en œuvre, bien aidée par les logiciels du marché. Et en 2-3 jours, on arrive facilement à comprendre et à être capable de faire des plans d'expérience dans son entreprise. Néanmoins, la plus grosse difficulté, ce n'est pas d'apprendre à faire un plan d'expérience, c'est à convaincre la production de prendre un peu de temps pour faire des essais organisés et d'éviter de faire ce qu'ils font depuis des années, de bidouiller un peu tous les facteurs, parce que bien sûr, eux, ils connaissent la machine, vous ne la connaissez pas, et ce n'est pas vos méthodes statistiques qui vont permettre d'améliorer la performance du processus. C'est ce qu'on entend malheureusement souvent dans les entreprises. Alors après, une fois qu'on a effectivement défini ces facteurs influents, il faut agir dessus, c'est-à-dire avoir des systèmes qui vont permettre de limiter la variation de ces facteurs pour obtenir un résultat Y toujours stable, avec le minimum de dispersion. Et là, on va piloter avec le SPC ou le MSP. Donc j'aime bien les deux mots SPC et MSP. Donc SPC, c'est le Statistical Process Control, qui se traduit en maîtrise statistique des procédés en français. Et moi, quand je parle de SPC, souvent je dis c'est le show pour le client. Le client a demandé de faire du SPC, alors on fait du show pour le client, on fait des cartes de contrôle pour lui faire plaisir. Puis donc on peut faire de la MSP, que je traduis moi en manière sûre de progresser. Et le MSP est vraiment un outil aujourd'hui important dans le cadre de l'amélioration et de l'amélioration continue des processus. Donc là, il faut se former. Tout ce qui est capacité, carte de contrôle. Des cartes de contrôle, il en existe énormément. Là aussi, on voit des entreprises qui font des vulgaires cartes X bar R avec une taille N égale à 5. Alors quand on leur dit N égale à 5, pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça. Il y a des règles d'échantillonnage, il y a différentes cartes plus ou moins performantes. Et donc là aussi, il est important de former quelques personnes à ces techniques-là pour effectivement avoir un pilotage performant en faisant le moins de contrôle, de mesures possibles.
Voilà, et puis il faut savoir interpréter les cartes de contrôle pour savoir si notre processus est sous contrôle ou pas, de façon à calculer les capacités, enfin, s'il est possible de les calculer, c'est-à-dire si le processus est sous contrôle. Voilà, mais le SPC, ce n'est pas simplement des cartes de contrôle, c'est aussi associer les collaborateurs dans la recherche des causes de variation, qu'elles soient assignables ou aléatoires, parce que le SPC, c'est un outil de pilotage, mais aussi un outil d'amélioration continue des process. Et on doit voir au fur et à mesure des semaines, des mois, les capacités, le long terme progresser. Alors, la troisième phase, une fois qu'on a fait ce chantier pilote, ce procédé pilote qu'on a bien choisi, dans lequel on a tiré un bilan quand on l'a maîtrisé, donc un bilan qui doit être non seulement sur les capacités, mais effectivement aussi un bilan financier. Parce que ce qui intéresse la direction, je peux vous le garantir, c'est combien ça a rapporté, combien ça a coûté, combien ça a rapporté. Donc là, vous allez identifier les gains financiers par l'augmentation de la productivité, la réduction des rebuts, la réduction des retouches, la réduction des réclamations aux clients, des avoirs que vous avez fait aux clients. Et tout ça, vous faites valider ça par votre contrôleur financier. Et vous pouvez après voir la direction, dire voilà les 1 ou 2 chantiers pilotes qu'on a fait, voilà ce qu'ils ont coûté, voilà les gains que ça nous a produit. Et je veux dire que quand vous avez ces résultats, si vous avez bien choisi vos procédés, eh bien vous allez vraiment convaincre la direction de cette phase 3, c'est-à-dire la généralisation de la maîtrise des procédés dans l'entreprise. Voilà, alors après, effectivement, la généralisation, il va falloir identifier les fonctions et les personnes qui animeront la démarche de maîtrise des procédés au sein de l'entreprise. Alors c'est souvent, bien évidemment, des gens de production, des gens d'indus, des gens de méthode qui vont prendre en charge ce déploiement-là. Plutôt les gens d'indus, méthode et prod que la qualité. On pourrait débattre pourquoi la qualité est un peu moins dans cette démarche-là, pour être l'occasion d'une autre webconférence, sachant qu'un des principes, c'est de dire la qualité a souvent bien embêté les gens par des procédures, des modes opératoires, des vérifications, des enregistrements, condamnés à rester dans leur procédure, et moins dans la dynamique d'amélioration continue. Donc une fois qu'on a identifié ces fonctions et ces personnes, il faut les former et en faire des vrais chefs de projet. Et c'est là qu'on ne pourra pas appeler des niveaux green belt ou black belt, parce qu'effectivement, quand on parle de maîtrise des procédés, on a effectivement le cycle méthodologique DMAIC, définir, mesurer, analyser, improver, donc améliorer et contrôler, qui est vraiment la démarche en 6 sigma pur pour maîtriser les processus de production. Donc, on ira vers la formation de chefs de projet des green belt ou black belt. Donc, green belt sont des personnes des services dont j'ai évoqué tout à l'heure qui vont être chefs de projet et qui vont prendre à bras le corps un processus, un procédé à améliorer, sachant qu'ils doivent passer environ 15 à 30% de leur temps, sachant que 20% c'est un jour par semaine, et ils vont travailler sur des projets dont le gain minimum est de 50 000 €. 50 est vraiment un minimum lorsqu'on démarre une démarche DMAIC dans une entreprise. On est souvent sur des projets à 100, 200, 300 000 € sur des process. Et puis s'il le faut, et on fera des black belts. Dans des black belts, qu'est-ce que c'est? C'est des green belts qui utilisent la même méthode DMAIC, mais qui ont une boîte à outils beaucoup plus importante, et en particulier dans les statistiques. Tout à l'heure, je parlais de plan d'expérience. Les plans d'expérience, c'est un outil que l'on fera en black belt et qu'on ne fera pas en green belt, si ce n'est qu'il y aura juste une initiation en green belt, alors que les black belts sauront faire. Il y a à peu près 3 jours sur les plans d'expérience et sur aussi des analyses de plans d'expérience un peu plus sophistiquées que l'on fera en black belt et pas en green belt. Voilà, alors je parlais des green belts et des black belts. Il est intéressant, donc j'allais dire, de former des green belts et black belts dans l'entreprise. Bien évidemment, des black belts, il n'y en a pas forcément beaucoup dans une entreprise. J'allais dire, c'est peut-être 1%, voire 2% du personnel qui pourrait être black belt, alors que les green belts, on va peut-être monter à 3-5% de green belt dans une entreprise. Il ne faudra pas oublier aussi de les certifier, ce qui permettra d'avoir des référents internes dont les compétences
auront été vraiment validés par un organisme extérieur. Quand on parle de certification, ça veut dire qu'on a validé son savoir, hein, on sait, donc des épreuves théoriques et pratiques, d'exercices, un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'on connaît, et effectivement aussi savoir obtenir des résultats. On a fait des projets qui ont gagné beaucoup d'argent. Voilà, donc je vous ai remis ici les objectifs des formations que l'on peut faire, hein, qu'Ixelles enseigne, donc des green belt et des black belt qui vont être formés aux différentes techniques. Alors vous voyez bien qu'on a mixé dedans la formation au Lean Six Sigma, hein, on mixe le Lean et le Six Sigma. Ce ne sont pas deux méthodes antagonistes, ce sont deux méthodes complémentaires, sachant que le Lean cherche à améliorer la productivité, à supprimer les gaspillages et les fameux MUDA, qui sont les surconsommations, qui sont les retouches, les retravails, et on est bien dans la maîtrise des procédés. Voilà, donc cette formation va permettre aux collaborateurs de réaliser un projet réel pendant leur cycle de formation, et puis d'aller jusqu'à la certification, de façon à avoir ces fameux référents dans l'entreprise. Quelques mots sur le cycle DMAIC. Donc ce DMAIC, c'est la pratique du Six Sigma ou du Lean Six Sigma qui a été défini par deux Américains, Michael Harry et Bill Smith, hein, dans les années 90. Et ce DMAIC devient vraiment la méthodologie qui est maintenant mondialement reconnue. Le DMAIC, ça devient le Kleenex des mouchoirs, le frigidaire des réfrigérateurs, et c'est en train de dépasser le fameux PDCA de Deming. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous former au DMAIC en 3 minutes, mais quels sont les principes du DMAIC? Dans la phase D, je vais décrire une situation pratique, c'est-à-dire que je vais définir une charte projet, je vais définir des objectifs opérationnels. Tu dis de passer les rebuts de 5% à 2%. Je vais définir des objectifs financiers, toujours. Passer de 5 à 2%, ça me fait gagner combien de sous? Je vais définir l'équipe, définir le planning, les analyses de risque, et puis identifier les facteurs influents du process. Bien évidemment, je vais définir la voice of customer, c'est-à-dire quelles sont les données de sortie, quel est le Y à améliorer, que je peux obtenir par Pareto des rebuts par exemple, et puis je vais définir quels sont tous les facteurs X dits influents, je dis bien dits influents par les opérationnels qui ont une influence sur ce facteur Y. La phase M est très intéressante, elle va consister à mettre sous monitoring le process. Donc je vais mesurer les X en même temps que les Y, et pendant un certain temps, de façon à bien essayer de capter, d'attraper tous les facteurs, toute la variabilité de l'ensemble des facteurs X et Y. Une fois que j'ai mesuré, donc j'ai transformé ma situation pratique de la phase D dans une situation statistique, je me retrouve en fin de phase M avec des notions de capacité de process, des CP, CPK, etc., ou des niveaux de sigma si je veux traduire la performance de mon process en niveau sigma. Et puis, je me retrouve avec des tableurs, des tableaux de données qui peuvent être très nombreuses. Actuellement, je suis un projet dans une compagnie d'assurance. On a 700 000 lignes, oui, j'ai bien dit 700 000 lignes de données à traiter. Bien évidemment, c'est des mesures qui sont obtenues directement dans le système d'information. Et puis après, on va passer à la phase A, donc la phase analyse. Et là, on va utiliser les techniques d'analyse de données statistiques suivant les besoins. Bien évidemment, il y a beaucoup d'outils. Et là, on va essayer de trouver les X influents. Donc, c'est là où on va modéliser le processus. Quels sont les facteurs influents XI et quel est leur poids. On peut avoir 5, 6, 10 facteurs influents, mais tous n'ont pas le même poids vis-à-vis de la variation de Y. Donc là, on va obtenir des solutions statistiques sur quel X il faut que je tape, sur quel X il faut que j'agisse pour améliorer mon Y, ou le minimiser, ou maximiser, ou atteindre une cible. Une fois que j'ai trouvé ces solutions statistiques, la phase improve, donc on traduit par améliorer, eh bien c'est la solution, c'est trouver des solutions pratiques. Comment je mets sous contrôle ces facteurs X, comment je maîtrise ces facteurs X
Vous voyez, je parle bien des facteurs X et pas le facteur Y, parce que le Y étant le résultat, si j'agis sur le X et que je maîtrise les X influents, le Y sera automatiquement bon. Et puis une fois que j'ai trouvé ces solutions pratiques, que je les ai mis en œuvre, peut-être avec des essais, avec un essai pilote, eh bien je vais pérenniser les résultats dans la phase C qu'on appelle contrôle, et au sens contrôle anglais, c'est-à-dire maîtrise. Et cette phase C a pour objectif de mettre des cales pour éviter de revenir en arrière et mettre des outils de pilotage du type, comme on l'a dit, du SPC, capacité, des audits de processus. Il y a tous les standards ont été définis dans la partie prouvée. Donc je peux auditer les processus et je peux mettre sous contrôle les processus avec des cartes de contrôle. Et en fin de phase C, eh bien, tirer un bilan de mon projet d'amélioration d'un processus en regardant les gains opérationnels, les gains financiers, puis bien évidemment, comme dans tout projet, clôturer le projet et dans certains cas fêter l'événement des résultats obtenus. Voilà, alors le cycle de formation Green Belt et Black Belt que l'on vous propose, c'est un cycle qui peut prendre 4 sessions. Si vous êtes Green Belt, eh bien c'est en 2 sessions de 4 jours. Vous avez sur l'écran les différents programmes, thèmes que l'on va aborder. Et puis, si vous êtes Black Belt, vous continuez par 2 sessions de 4 jours qui vont être des compléments par rapport au Green Belt, parce que je vous l'ai dit, la méthode des MIC est la même. Simplement, l'outillage n'est pas le même pour un Black Belt par rapport à un Green Belt. Bien évidemment, si vous venez avec un projet personnel d'amélioration d'un processus, vous bénéficierez d'un coaching personnalisé, soit sur site, soit à distance, de façon à ce que vous puissiez déployer la démarche des MIC d'amélioration d'un processus dans votre entreprise et être guidé par l'animateur de la formation. Voilà, donc vous avez ici un synoptique des différentes étapes d'un projet de maîtrise, maîtrise d'un procédé. Donc un projet partagé et des objectifs définis, réaliser le diagnostic, comme on l'a dit, former aux statistiques appliquées, puis prendre un procédé, le mettre sous contrôle et l'améliorer. Et puis la dernière étape, bien sûr, c'est de pérenniser les actions dans l'entreprise une fois que des preuves tangibles ont été réalisées. Voilà, j'ai terminé mon exposé. J'attends avec impatience vos questions, car il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce thème-là. Oui, Bernard, merci beaucoup pour cette animation. Avec vous, on prend goût aux statistiques. Alors, j'ai pour le moment 3 questions. La première, quel système existe pour évaluer la capacité des procédés? La seconde, quelle différence entre le SPC et le DMAIC du Six Sigma? Et la troisième, quand on fait des plans d'expérience dans une démarche de maîtrise, quand fait-on, des plans d'expérience dans une démarche de maîtrise des procédés? Je vous laisse y répondre et puis je vous retrouve dans quelques instants. Je vais répondre déjà à la deuxième question, différence entre le SPC et le DMIC. C'est ça, le DMIC. Alors le SPC, Statistical Process Control, on le mettra en place lorsqu'on connaît déjà les facteurs influents. Et si vous êtes sur un équipement, sur un process, vous savez que les 2-3 facteurs influents sont connus, là vous allez mettre en place du SPC. Et alors il y a 2 façons de mettre en place le SPC, soit vous mettez une carte de contrôle, effectivement, soit vous mettez en place une carte de contrôle sur le résultat Y, mais comme je l'ai dit, c'est trop tard tout à l'heure, vous allez effectivement suivre l'évolution du Y, la spécification technique du produit que vous voulez suivre et calculer des capacités. Moi, je vais faire le SPC sur les paramètres processus, les paramètres X qui ont influence. Exemple, si on dit que le résultat Y n'est pas au jour, je trouve que vous savez que la viscosité est importante, je vais faire suivre les paramètres en condition de viscosité, ou carte de contrôle SPC IEM ou carte logicielle pourront mieux anticiper les dérives de celle-ci.
Bernard, excusez-moi, en fait, on ne vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez remettre le haut-parleur ou... Vous m'entendez là? Pas très bien. Je ne suis pas touché. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Non? J'ai bien mis le micro là. Il faut enlever le mute Oui, et mettre votre haut-parleur. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on vous entend. Et là, vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Bon. Et là, vous m'entendez? Oui. Bon, excusez-moi. Donc, je repars sur la question entre les différences entre SPC et DMAIC. Le SPC est intégré dans le DMAIC. En particulier, à la fin de phase M, vous évaluez la capacité de votre processus, les CP, CPK, PP, PPK. Et après, vous utilisez le SPC, surtout avec ses cartes de contrôle, dans la phase contrôlée, pour mettre sous contrôle plutôt les facteurs influents que le facteur Y, qui de toute façon doit être suivi en termes de sa capacité CP, CPK, et après PP, PPK, c'est-à-dire les capacités long terme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. L'autre question, c'était quoi, la troisième? La troisième, c'était... Quand fait-on des plans d'expérience dans une démarche de maîtrise des procédés? Alors, quand fait-on des plans d'expérience dans une démarche de maîtrise des procédés? Premièrement, vous réceptionnez un nouvel équipement. Vous avez une nouvelle machine, un nouvel équipement. Comment régler cet équipement? Eh bien, vous allez là, dans ce cas-là, faire un plan d'expérience, c'est-à-dire que vous allez brainstormer autour de l'équipement ou avec le fournisseur pour identifier les facteurs influents. Et là, manifestement, vous allez sûrement en avoir un grand nombre, une quinzaine, une vingtaine de facteurs X. Et là, vous allez bâtir des plans d'expérience pour essayer d'aller le plus vite vers le meilleur résultat pour optimiser les réglages. Alors, bien évidemment, 15, 20 paramètres ici, si vous faites un plan d'expérience complet, le calcul va être énorme. Si chaque facteur prend deux niveaux, vous aurez 2 puissances, le nombre de facteurs comme essai complet. Donc si vous êtes à 10, ça fait 2 puissance 10, vous voyez que c'est énorme. Donc là, on fera des plans spécifiques, hein, des plans du type Plaquette et Burman, etc., qui vont nous permettre de connaître en un minimum d'essais les facteurs les plus influents, en faisant bien évidemment des impasses sur ce qui est des interactions. Donc ça, c'est le premier cas, qualification d'un équipement ou réception d'un nouvel équipement. On en fera aussi dans le cadre du DMAIC, quand on aura parmi les nombres X identifiés dans la phase D, quand on aura trouvé le Y égale F de X, et là on se retrouvera peut-être avec 7, 8, 9X ou un peu moins, et bien là on fera des plans d'expérience spécifiques pour un peu voir les surfaces de réponse des facteurs, pour voir s'il y a des effets linéaires, quadratiques, et là on fera des plans d'expérience spécifiques justement pour mieux maîtriser le modèle YF de X et passer peut-être d'un modèle linéaire à un modèle beaucoup plus performant. Voilà, l'utilisation des plans d'expérience, sachant que je vous rappelle quand même que le DMAIC est une compilation de tous les outils de la qualité. Ce que je dis souvent, moi avant de me former au Six Sigma, je me suis formé avec un cabinet américain dans les années 94. Je connaissais pratiquement tous les outils que l'on retrouve dans le DMAIC, le SPC, les plans d'expérience, l'ADEC, les capacités, tout ça je connaissais, mais l'ingéniosité des deux cow-boys, là, ça a été justement au travers d'une démarche DMAIC structurée, rigoureuse, de mettre tous les outils qui vont bien au bon moment. Ça a été ça leur coup de génie. Voilà, alors la première question c'était... Oui, là j'ai une petite question relative au Green et Black Belt. Une personne demande s'il faut être spécialiste en statistiques pour suivre une formation Green ou Black Belt. Ah, non, il ne faut pas être spécialiste. Alors je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur les stats. Effectivement, j'étais encore ces 3 derniers jours dans une entreprise qui fabrique des connecteurs dans l'électrique et l'électronique. Tous les gens, quand on parle de statistiques, ils sont démoralisés par les cours qu'on a eus aux écoles, dans les écoles où les profs de stats font vraiment des maths et on ne comprend pas grand-chose.
hein, sur les tests d'afférence, sur les statistiques. Donc c'est vrai que beaucoup de gens arrivent avec des a priori, les statistiques c'est dur, c'est compliqué, j'ai jamais rien compris dans la majorité, je caricature peut-être le trait, hein, veuillez m'en excuser, mais il y a toujours une appréhension. Je peux vous dire que si on vulgarise, si on explique bien, sans aller dans les trous, dans les formules, faire des démonstrations mathématiques que tous les profs de maths font dans nos écoles, eh bien on arrive à former des gens, et ils connaissent bien les domaines d'utilisation de tel test, tel outil, dans quel cas je peux l'utiliser, dans quel cas je ne peux pas l'utiliser. Et tout ça, on est aidé par de nombreux logiciels faciles d'utilisation, du Minitab, du StatGraphique, du Statistica, hein, mais il y en a beaucoup, et qui sont toujours assez faciles d'utilisation. Donc, n'ayez pas peur. J'ai rarement eu, mais jamais eu quelqu'un qui est parti de nos séminaires en disant les stats, j'y comprends rien, je m'en vais. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui arrivent un peu en se disant c'est dur, mais rassurez-vous, avec beaucoup d'exercices pendant les formations, tout le monde adhère à ça. Ok, pour finir, Bernard, je vous propose de répondre à la première question qui était posée et qui concernait l'évaluation de la capacité des procédés. Alors, la personne demandait quel système et peut-être pour nous répondre à comment évaluer la capacité. Alors, l'évaluation de la capacité. Alors, premièrement, hein, j'ai insisté un peu pendant la web conférence, il faut qualifier le processus de mesure. Est-ce que le processus de mesure, il a une dispersion qui est compatible avec ce qu'on veut mesurer? C'est-à-dire, on fait de la répétabilité, de la reproductibilité, mais avant ça, il faut que la métrologie nous valide que le moyen de mesure a la bonne discrimination, est juste, stable, etc., etc. Donc, on commence par ça. Puis après, il y a trois types de capacités. On peut faire ce qu'on appelle des capacités machines, c'est-à-dire, en gros, on met la machine dans la meilleure configuration et on va mesurer sur un temps relativement court le niveau de qualité du process. Si vous voulez, on va mesurer le Y et on appellera ça la capacité machine. C'est une performance intrinsèque de la machine sur un temps très court. En gros, ce qu'on appelle ça le CAM ou le CM, suivant un peu les bouquins, c'est la performance maximum de la machine. Elle est dans la meilleure configuration possible, bien réglée, des bonnes matières premières, des opérateurs formés, tout est bien clair, et on va faire un certain nombre de pièces, un temps court, et on va mesurer la capacité CM. Ça, c'est le référentiel. Après, on va produire normalement, j'allais dire, c'est-à-dire avec toutes les incidences qu'il peut y avoir de changement de nos matières premières, changement d'équipe, arrêt machine, etc. Et là, on va faire des enregistrements de mesures, souvent sous forme de carte de contrôle ou de pré-carte de contrôle. L'identification des causes de variation en causes assignables, c'est-à-dire anormales, spécifiques, inhabituelles, et la distinction de causes aléatoires, normales, communes, habituelles. Si on n'a que des causes communes, hein, c'est-à-dire aléatoires, qui nous donnent la loi normale, la loi de Gauss, là on pourra calculer la capacité. Donc, on aura deux types de capacité, ce qu'on appelle la capacité court terme, et puis la capacité long terme. En court terme, c'est sur un instant, sur une période relativement courte, et long terme, c'est sur une durée un peu plus longue. Donc quand on dit court terme, long terme, on ne comprend pas trop. Moi, je prends l'exemple suivant. Vous avez un véhicule, une voiture, et ils ont fait la capacité machine, si vous voulez l'équivalent de la capacité machine, ils l'ont fait sur un circuit, ils ont pris la voiture, ils l'ont bien réglée, ils ont mis le carburant ok, les pneus étaient bien gonflés, la route sur le circuit est impeccable, on est à 20 degrés, la bonne pression atmosphérique, on a un bon pilote, la voiture est propre, tout est réglé. Et on la fait tourner 20, 30, 40 tours, et on dira, effectivement, notre voiture, elle roule à 202 km/h. Donc ça serait l'équivalent de la capacité machine, 202 km/h. Puis après, cette voiture, vous l'achetez, puis vous l'utilisez. Et puis, vous partez en voyage, et vous avez toujours ces fameux 300 km à faire. Et là, vous allez à la fin des 300 km dire, tiens, j'ai fait quelle moyenne? Alors si vous avez roulé sur l'autoroute, qu'il n'y avait pas trop de bouchons, vous dites, tiens, j'ai bien roulé, j'ai fait 100 km de moyenne ou 110 km de moyenne.
Donc ça serait la capacité, le CP court terme. Sur un court terme, sur 300 km ou 200, vous avez roulé à 100 ou 110 de moyenne. Mais après, si vous regardez la capacité long terme, si vous regardez la vitesse moyenne que vous avez réalisée de votre voiture depuis 1 mois, 2 mois, eh bien vous verrez que vous allez faire du 50, 60 km/h. Amusez-vous à mettre votre système de compteur d'ordinateur de bord, vous verrez que sur une période de 1 mois, 2 mois, vous serez plus près des 50, 60 km/h. Et ça serait l'équivalent de la capacité long terme. Voilà. Mais je rappelle quand même que les capacités se calculent que si le processus est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cause assignable dans le process. Hein, et je le disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de logiciels ignorent ça et vous calculent, quelle que soit la forme de la carte, la courbe, ils vous calculent les CP, les CPQ. Bernard, une dernière question avant de nous quitter. Une personne demande quels sont les prérequis pour faire un green ou black belt. Quelle formation de base faut-il avoir? Alors, le premier critère, c'est vouloir apprendre. C'est quand on choisit quelqu'un pour devenir green belt ou black belt, ça se mérite. C'est pas le gars qui passe dans le couloir, on lui dit tiens, il y a une place, tu vas green belt ou tu vas black belt. Hein, ça se mérite et il faut que la personne soit motivée pour apprendre. Ce qui veut dire que, et c'est ce que j'ai appris moi quand je me suis formé avec un cabinet américain, c'est il y a beaucoup d'heures à passer pour réviser, pour bosser le cours, aller sur Internet, faire des exercices statistiques, relire des bouquins de stats, ou sur les outils d'ailleurs. Hein. Je parle beaucoup de statistiques, mais sur les outils. Il y a un travail personnel important, donc il faut que la personne accepte de passer des heures, je vais même dire, en dehors de son temps de travail pour apprendre. Alors après, le niveau, bon, il faut reconnaître que moi j'ai vu des gens sans diplôme, arriver à passer green belt, hein, arriver, mais beaucoup d'heures de travail, des gens passionnés, des gens qui ont passé des journées complètes à bosser. Néanmoins, nous on dit BTS, DUT, ingénieur. Et quand je dis BTS, DUT, pas passé il y a 40 ans ou 30 ans sans avoir fait d'autres formations. Hein. C'est pas difficile, mais il faut quand même certaines bases, quoi. Il faut certaines bases. Alors c'est sûr que je vous parlais, j'étais en formation là 3 jours avant-hier, hier. Je suis avec des jeunes ingénieurs qui ont une trentaine d'années, ils vont plus vite que moi, hein, à réfléchir, à comprendre. J'ai pas fini ma phrase, qu'ils en sont celles que j'ai encore pas prononcées. Parce que c'est quand même des jeunes, ils ont les neurones qui fonctionnent plus vite que les miennes, et voilà, ils ont leur cours de maths pas loin, et ils savent apprendre. Mais il faut quand même, c'est pas des formations évidentes, hein. C'est pas simplement j'apprends l'ISO, ou j'apprends l'audit, ou j'apprends à animer une réunion. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, écoutez, il est midi, je pense qu'il est temps de nous quitter. Merci à tous pour votre participation. Merci à Bernard pour cette excellente présentation. Comme évoqué, cette séance a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver et la partager. Nous nous retrouverons en septembre pour un prochain web séminaire qui portera sur les gains générés par le Lean Six Sigma. Et c'est Bernard qui animera à nouveau cette conférence. D'ici là, bon été à tous. Et n'hésitez pas à nous retrouver, à nous suivre sur www.xl-group.com ou sur www.parlonligne.com où vous retrouverez tous les articles écrits par nos consultants. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir, merci Bernard.